Au Conseil en accessibilité des espaces et bâtiments ouverts au public pour les personnes handicapées. Et cette expérience va nous être présentée par M. Michel Graoué de l'Université de Namur, du département de psychologie, chercheur au département de psychologie de l'Université de Namur, qui est le fondateur de cette spin-off Accetix, et par M. Gauthier Lebussy, qui est attaché de cabinet à l'échevinat de la mobilité des voies publiques et de l'aménagement urbain de la ville de Namur. Alors, donc nous souhaitons vous présenter les éléments de valorisation de la recherche à travers une spin-off qui vient d'être créée au mois d'avril, donc elle est toute récente, qui a comme but ultime l'amélioration de la participation sociale de publics en difficulté, comme moyen le développement de l'accessibilité généralisée des espaces publics, des bâtiments publics, des transports publics. Quand on dit public, ça peut être de propriété privée, mais ouvert au public, et en privilégiant l'outil des technologies de l'information et de la communication. Alors voilà, le département de psychologie, vous savez qu'à Namur, il n'y a pas de faculté de psychologie, on ne sait pas faire d'études de psychologie, tant mieux pour les autres universités. Il y a un département dirigé par Michel Mercier, encore pour quelques mois, parce qu'il sera bientôt pensionné et professeur émérite. Ce département travaille principalement les questions d'inclusion sociale des personnes en situation de handicap. Il y a en gros et très rapidement 4 axes. Un axe plutôt santé à travers tout le développement de la question de la vie affective et sexuelle des personnes handicapées. Il y a un axe de recherche sur l'accueil de la petite enfance handicapée, donc comment accueillir en crèche et en milieu d'accueil les enfants en situation de handicap. Il y a un axe sur les technologies adaptées pour les personnes handicapées, principalement l'accès à l'informatique, pas uniquement, mais en gros l'accès à l'informatique, mais d'un point de vue individuel, c'est-à-dire une personne en situation de handicap a besoin d'avoir accès à l'informatique pour ses loisirs, pour étudier, pour travailler, quels sont les matériels disponibles pour elle. Et puis il y a un 4e axe qui concerne ce qu'on vous présente aujourd'hui, qui est plus récent dans la mesure où on avait quand même beaucoup de demandes à travers les technologies, d'aménagement de lieux publics pour lesquels on n'était pas équipé pour répondre. Maintenant, on espère qu'on va l'être. Voilà, un tout petit mot de ma part. Donc, je travaille effectivement à la ville de Namur auprès de l'échevine de la mobilité et des travaux. On essaye, je pense, me semble-t-il, à la ville de Namur d'avoir une stratégie de mobilité cohérente. Et donc la problématique de l'accessibilité, même si aujourd'hui on parle spécifiquement des personnes handicapées, on essaye d'avoir une approche globale autant que possible. Il s'agit de l'accessibilité de la ville pour tous les travailleurs qui au quotidien rejoignent le centre-ville, les pôles d'emploi, les écoliers qui sont très nombreux sur Namur, les clients, les touristes, les visiteurs de tous ordres. Et donc, pour revenir sur les personnes à mobilité réduite, on essaie d'avoir une approche qui n'est pas détachée, même si on doit avoir des actions qui sont spécifiquement tournées vers elles. En l'occurrence, on a un petit groupe de travail qui est piloté par l'administration, dit comité PMR, qui régulièrement associe et qui elle-même associe des associations représentatives de personnes à mobilité réduite pour essayer que tout ce qu'on fait ait un sens. Et on verra tout de suite, un peu plus loin dans l'exposé de Michel Graoué, qu'une des vraies difficultés, c'est celle de l'émergence de la demande, d'avoir des comités où il n'y a pas des personnes qui demandent la réfection d'un trottoir ici ou là parce qu'ils fréquentent ce trottoir, l'amélioration des quais de bus ici ou là parce que c'est la ligne de bus qu'ils empruntent, mais comment peut-on faire émerger, j'ai envie de dire, une demande globale pour y avoir la bonne réponse globale. Ça, c'est une question qui existe dans le chef des autorités publiques. Et donc, pour être très concret, c'est comme ça qu'à un moment, on travaille effectivement avec un comité comme celui-là et qu'on finit par faire un marché public où on a identifié les 150 bordures prioritaires à abaisser pour faciliter les jonctions entre les points d'intérêt majeurs au centre-ville, plutôt que d'attendre, chaque fois qu'il y a une rue en travaux, d'abaisser une bordure, une par une. Mais alors, il y en a toujours bien une sur le chemin qui reste problématique et donc les PMR ont le droit de se montrer mécontents. Et puis je vais le dire également en toute transparence avec vous, à titre personnel, si on vient plus tard sur des questions de transport public, je suis moi-même président du TEC Namur-Luxembourg
Et je pense que, voilà, on viendra assez naturellement sur les questions de transport public dans l'exposé. Alors, bon, la recherche qu'on a menée dans le cadre du projet First Spin-off, bon, elle partait bien sûr du constat largement fait, et on le voit d'ailleurs souvent dans la presse, du manque d'accessibilité des espaces publics. Et on a utilisé un outil d'analyse qui est ce qu'on appelle dans le langage, le jargon habituel que Marie-Claire connaît bien, le PPH, le processus de production du handicap, qui est une théorie qui vient du Québec. C'est pas parce qu'elle vient du Québec qu'elle est géniale, mais elle est très intéressante. Qui dit en fait ceci, je vais simplement donner un exemple pour bien faire comprendre. Si vous avez une personne en chaise roulante qui a une déficience, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de jambes et qui a une incapacité, celle de marcher, si elle se trouve devant un bâtiment avec 3 marches, elle ne va pas pouvoir entrer, donc elle va être handicapée, on dit même en situation de handicap. La même personne avec la même déficience, la même incapacité, devant un bâtiment de plein pied avec une porte automatique et large, ne sera pas handicapée. Donc le handicap est une notion relative à la qualité de l'aménagement de l'environnement. Donc ça, c'est la notion essentielle qu'il faut retenir. Et donc, je ne vais pas vous exposer toute la théorie parce qu'on sera encore là au soir, mais donc ce sont les interventions sur l'environnement qui vont permettre de diminuer ou supprimer le handicap. La question de la suppression du handicap n'est donc pas une question gérée par les médecins, les logopèdes, les kinés, les orthopédagogues. Cela travaille sur la question de la déficience ou de l'incapacité. La diminution ou suppression du handicap, c'est une question d'architectes, d'ingénieurs, de concepteurs d'espaces publics et de décideurs politiques. Je suis un peu carré, donc tout ça doit être bien sûr nuancé, mais c'est pour vous faire comprendre aussi dans quel cadre nous jouons. Alors, toujours dans la recherche, donc avant la création de la spin-off, nous avons fait 2 expériences pilotes, 2 laboratoires. Un avec la SNCB Holding concernant l'amélioration de l'accessibilité de la gare de Namur, projet qui est pratiquement terminé, qui fonctionne bien. Très rapidement, on a mis en place un plan de la gare multisensorielle, donc visuel, tactile et sonore. On a mis en place 15 balises de localisation d'endroits stratégiques, les quais, l'entrée de quai, sortie de quai, entrée de la gare, les toilettes, le bureau de Travel Center, etc. Et on attend, c'est en développement, un afficheur sonore donc, qui va donner aux personnes non-voyantes le contenu du panneau d'affichage avec 2 éléments importants, les retards des trains et les changements de quai. Vous savez combien ces éléments sont souvent importants. Le deuxième projet, je vais laisser la parole à Gauthier parce qu'il a été fait avec la ville de Namur. Voilà. Donc, la ville de Namur a décidé de rénover une de ses places principales et certainement parmi les plus symboliques, qui est la place de l'Ange. Et aujourd'hui, on avait une espèce de voirie, disons, bordée par une placette dont l'aménagement n'était pas satisfaisant, envahissement au niveau du stationnement, etc. Et l'idée maîtresse qui a émergé, c'est d'en faire une zone de rencontre. Alors, une zone de rencontre, c'est un peu nouveau par rapport au code de la route. Il faut imaginer une espèce de no man's land où piétons, cyclistes, voitures sont un peu tous à égalité et sont amenés, notamment par le contact visuel, à se respecter. Donc la voiture, a priori, peut circuler partout, idéalement aller près d'une façade là où elle a une livraison à faire, des choses de ce type. Et donc on avait une difficulté majeure qui est, ça peut peut-être se faire dans certains coins reculés à des endroits où les habitants vont très vite s'habituer, mais ici au cœur d'une ville, on voulait essayer de voir comment se donner toutes les chances de réussir ce projet un peu pilote en Wallonie. Et une de nos craintes principales était la perte de repères. Puisqu'on n'a plus de trottoirs et de voiries, comment les gens peuvent-ils se repérer? On ne sait pas suivre la bordure avec sa canne. Puisqu'on peut aller un peu partout, il n'y a plus de passage pour piétons. Je reviendrai tout de suite, mais le chien guide repère le passage pour piétons, s'arrête devant le passage pour piétons. Le jour où il n'y en a plus, comment fait-on? Et donc, le problème principal, c'était celui de la perte de repères. Et alors, il y avait vraiment un autre travail un peu plus culturel, celui-là, c'est que la plupart des bureaux d'études, qu'ils soient privés ou dans les services communaux, en général maîtrisent bien toute une série d'aspects, j'ai envie de dire, purement techniques du handicap. Le Quatup, Code wallon de l'aménagement du territoire, nous dit la bordure doit être comme ça, un biseau de telle taille, etc. Et donc, beaucoup de choses ont déjà été intégrées, j'ai envie de dire, pour le handicapé classique, le chaisard.
Et d'autres formes de handicap, puisqu'il est construit, sont aujourd'hui en tout cas un peu oubliées dans le processus. Et on pensait qu'on avait là l'occasion d'effectivement de faire un pas de plus dans la sensibilisation de nos propres services et surtout pour faire réussir cette expérience de reconfiguration de l'espace public. Et donc, on s'est effectivement entouré comme il se doit pour essayer, on n'est pas au bout du processus, tu le diras, de réussir au mieux l'expérience. Et donc, une partie du projet de recréation de repères consiste, pour ce qui me concerne, en placement de balises sonores radiocommandées. Pour les Français, ils connaissent ça. Pour les personnes déficientes visuelles qui activent les feux de traversée piéton, qui permettent de localiser des endroits, de donner des informations d'orientation et des informations de sécurité à la demande de la personne. Donc ce n'est pas un message vocal qui tourne en boucle, qui est vraiment à la demande. On n'aura pas le temps de vous montrer ça, mais sur le site internet d'Axetix, il y a des vidéos de démonstration, donc vous pourrez voir ça largement. Alors, sur la forme de valorisation, on a fait le choix d'une société à statut commercial, notamment parce qu'on n'est plus dans l'action sociale stricto sensu, on est beaucoup plus dans les questions d'aménagement du territoire, d'urbanisme et de mobilité. En gros, on ne dépend plus de Madame Tilleux, mais plutôt de Monsieur Henry au niveau des décideurs politiques. Et on a pris le choix d'une société coopérative à finalité sociale. Et là, c'est déjà un début de réponse au débat qu'on a eu tout à l'heure. Est-ce qu'il faut prendre un statut de spin-off société commerciale, de SBL? Nous avons trouvé un compromis. Je propose d'y revenir l'après-midi dans les ateliers parce que je crois qu'on a quelque chose de peut-être intéressant à apporter en montrant les avantages et les inconvénients de cette formule de compromis. Oui, je voulais aussi souligner le soutien important donc, de la cellule de valorisation des FUNDP et du bureau économique de la province, ce qui me permet de dire qu'il y a souvent des outils méconnus, malgré toutes les brochures, les flyers, dans les invests et dans les bureaux économiques. Utilisez-les. Alors, au niveau transfert de connaissances, bien, nous avons principalement établi une méthodologie d'intervention. Je vous en dirai quelques mots encore rapidement tout à l'heure, qui est une méthodologie qui n'est pas fixée, qui est en changement constant parce que les technologies changent, parce que les législations changent, pas assez vite, et puis parce qu'on acquiert de l'expérience aussi. Mais je pense déjà avoir un peu abordé cette question. Donc, je pense qu'au niveau de la ville de Namur et des services, la particularité, c'est que quelque part, il y a une demande au départ qui est non formalisée et par ailleurs non solvable, et que par l'intermédiaire du travail, en l'occurrence fait par Axetix, on a une demande qui a émergé, qui est un peu plus formalisée, et il entre dans les prérogatives des pouvoirs publics de se subtiliser, de se substituer à cette demande qui est non solvable. Et me semble-t-il, on a ici effectivement mis un pas de plus, j'ai envie de dire, dans le changement culturel nécessaire qui doit exister, j'ai envie de dire, dans toute une série de services administratifs, que ce soit les services sociaux qui travaillaient déjà très fort ces problématiques, et la ville de Namur a eu le label Handicity il y a quelques années, mais également la voirie, qui n'est pas forcément la plus sensible, mais les bâtiments, ça fait longtemps qu'on fait des rampes, qu'on travaille l'accessibilité des bureaux de vote, etc. Mais l'accessibilité, elle doit être partout, tout le temps, et pas faire l'objet d'une approche particulière. Sur l'aspect innovant, mais je vais revenir justement à ce que Gauthier disait. Donc, moi, j'ai repéré 3 aspects innovants. Quand on fait une spin-off, on ne les détermine pas à l'avance, c'est par après qu'on les voit, souvent. Donc, la prise en compte de tout type de difficultés dans tous les espaces publics. Alors, ce qui me permet de revenir sur le Quatub, donc c'est la législation wallonne qui gère les questions d'accessibilité. À Bruxelles, c'est le RRU, le Règlement régional d'urbanisme, qui dit à peu près la même chose. Ce règlement d'accessibilité, c'est une catastrophe, article 414-415. Pourquoi? Non pas parce qu'elle dit des mauvaises choses, mais elle est tellement restrictive que ce n'est pas tellement opérationnel. Le Quatub, quand on analyse ces 2 articles, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que 80% des dispositions prises concernent les personnes avec des difficultés de locomotion,
13% concernent les personnes avec des déficiences visuelles, 7% des déficiences auditives, et par exemple, les personnes avec des déficiences mentales, c'est 0%. Elles ne sont pas prises en compte dans les questions d'accessibilité, ce qui est tout à fait inacceptable. Alors pourquoi ce déséquilibre? Il y a deux raisons probablement. C'est d'une part la force des lobbies associatifs, sans doute que les lobbies de personnes en difficulté de locomotion est plus puissant, et ce qu'ils ont, tant mieux, sauf que ce n'est pas une critique par rapport à la loi actuelle, mais plutôt parce pas par ses absences. Et alors la deuxième raison, c'est que les solutions pour les personnes en difficulté de locomotion sont généralement, Gauthier l'a dit, des solutions architecturales. Des rampes, des largeurs de portes, des aires de rotation, des ascenseurs, qui sont relativement plus faciles à établir que des dispositifs quand il y a des difficultés de communication. Hein. Essayer de communiquer avec une personne sourde ou malentendante. Oui, ça va. Voilà, bon. Deuxième aspect innovant, c'est l'importance des technologies dans les questions de développement d'autonomie. Des personnes nous disent ce qu'on veut, c'est être plus autonome et on préfère un dispositif technologique qu'une assistance humaine qui est souvent lourde. Je signale qu'à la SNCB, il faut demander l'assistance 24 heures à l'avance si vous voulez être sûr de l'avoir, ce qui n'est pas un élément de souplesse dans les déplacements. Et alors, la méthodologie, elle implique très fortement les utilisateurs finaux dans l'élaboration des plans d'action, des diagnostics des plans d'action et de l'évaluation. Et ça, c'est un élément fondamental. Dans notre petite tête, à nous tous, quand on dit personne non-voyante, il faut le communiquer. Ah, ben on va mettre du braille. Il n'y a pas 20% des personnes non-voyantes qui lisent le braille. De même, pour les personnes sourdes, il suffit de mettre du texte. Dans les personnes sourdes de naissance, il n'y en a pas 10% qui sont alphabétisées. Donc, ça permet, je pourrais donner beaucoup d'autres exemples, de montrer comment l'implication des utilisateurs permet de mieux viser et de faire notamment aussi des économies. L'avantage financier, il n'y en a pas beaucoup. La convention avec les FNDP, c'est dans 5 ans des royalties sur les ventes nettes. On vient de démarrer. On a un beau business plan, mais à 3 ans, mais au-delà de 6 mois, vous savez que ça ne sert à rien. Et le statut de SCRL à finalité sociale limite fortement les dividendes. C'est réglementé par l'État d'ailleurs, et ce n'est pas une source de revenus ni pour les actionnaires coopérateurs, ni pour le département de recherche à l'origine. Si on pense ça, on se trompe. Voilà, collaboration privilégiée avec les facultés, ça reste quelque chose d'intéressant, ne fût-ce qu'en termes d'image, pour dire on est issu de l'université, ça on en a déjà parlé. Et notamment des apports dans différents cours. J'ai donné par exemple 3 heures de cours à l'école de santé publique de l'UCL dans le cadre population et champs spécifiques en santé publique. Il y a des projets en informatique, à la faculté d'informatique à Namur, aussi de collaboration. Voilà, les avantages, mais pour les clients, donc la difficulté, on pourrait peut-être en discuter en termes de marketing, c'est que les utilisateurs finaux ne sont pas les commanditaires. Les utilisateurs finaux ont une forte demande mais ne sont pas solvables, tandis que les gestionnaires propriétaires ont très peu de demandes parce que les lois sont en plus très faibles, mais sont en principe solvables. Mais j'ai quand même pu prouver à la SNCB Holding que l'expérience à Namur, qui a coûté 30 000 € pouvait être rentabilisée en 3 ans, simplement en moindre recours des personnes déficientes visuelles au travel center et à la demande d'assistance. Les statistiques montrent que, je suis économiste, désolé, montrent qu'il y a 3 personnes en moyenne déficientes visuelles qui s'adressent au travel center, donc demandent l'assistance par jour à Namur. En interrogeant le personnel, c'est en moyenne 20 minutes par intervention, ça fait 1 heure par jour, 365 heures par an, fois 30 € le coût de revient, on est à 11 000 €, donc les 30 000 € sont rentabilisés en moins de 3 ans. Ils étaient étonnés, mais voilà. Oui, merci. Pour la ville de Namur, je pense déjà l'avoir dit. Bon, on attend d'avoir un débriefing et une évaluation complète du dispositif mis en place. Mais on est aujourd'hui très heureux, j'ai envie de dire, d'avoir étendu déjà en interne le champ des possibles. L'aménagement des espaces publics n'est pas une science exacte. Il faut toujours trouver un point d'équilibre. Je parlais de la difficulté de la disparition des passages pour piétons. On a la même difficulté dans toutes les rues où il y a du transit et du trafic excessif, où certains arriveraient à nous demander des casse-vitesse et puis les autres pas. Est-ce qu'on aménage
pour les 10% qui vont trop vite, pour les 90%, etc. Et donc, c'est une science parfaitement non exacte que l'aménagement de l'espace public, mais il faut essayer d'être le meilleur possible et donc avoir une connaissance 360 degrés. Et effectivement, il y avait effectivement des progrès à faire pour nous. Et je pense que là, on a passé un cap supplémentaire. Alors pour terminer, simplement, c'est pour dire que cette activité de valorisation de la recherche, elle a donc une forte dimension sociale, puisqu'elle vise à développer la participation sociale par le développement de l'accessibilité généralisée. Elle a une dimension technologique qui est importante, même si Accetix ne se situe pas comme développeur de technologie, mais plutôt comme interface entre l'offre et la demande. Et pour la petite histoire, on travaille plutôt avec des sociétés, des PME françaises, parce que les lois en France, en termes d'accessibilité, sont sans doute les meilleures au monde. Et donc, il y a une recherche-développement remarquable en France. Et tout ça dans un cadre juridique et politique lié à l'aménagement du territoire. Voilà un peu l'originalité de la spin-off Accetix. Merci. Voilà. On a posé tout à l'heure la question aux porteurs du projet en archéologie, de savoir ce qui pourrait les amener à créer une spin-off dans le futur. Et j'ai beaucoup aimé la réponse. La réponse était en gros, on ne voit pas vraiment l'intérêt pour l'instant. Et j'aimerais bien vous poser la même question. En gros, qu'est-ce qui vous amène, vous, un moment, à créer une structure autonome, disons, donc en dehors des services universitaires? Qu'est-ce qui vous a amené à faire cette démarche, à aller jusqu'au bout de la démarche? Je vais avoir une réponse d'économiste, encore une fois. Je ne suis pas psychologue, mais je travaille au département de psychologie. C'est l'existence d'un marché potentiel. Alors, je dis bien potentiel, parce qu'on peut faire toutes les études de marché qu'on veut. On sait bien comment on peut se planter. C'est donc l'existence d'un marché potentiel, vu cette demande énorme des utilisateurs des espaces publics, en situation de handicap ou personnes vieillissantes, avec cette difficulté que, on l'a dit, ce public n'est pas solvable. Mais il y a vraiment une demande très forte. Alors, le choix d'un statut commercial, mais il y a plusieurs facteurs qui jouent. Il y a le fait qu'on a été financé par la DG 06, First Spin-off, qui ne souhaite pas créer des ASBL parce que ça ne rentre pas dans leurs statistiques. Ça, on pourra discuter avec M. Marcourt tout à l'heure, peut-être. Mais en plus, il faut voir les avantages d'un statut commercial par rapport à des clients, même si ce sont des pouvoirs publics. Généralement, il y a une crédibilité un peu plus grande dans certains milieux avec une société à statut commercial. Mais je souligne, on a pris un statut de coopérative à finalité sociale parce que on a, et je n'ai peut-être pas souligné, il y a l'ensemble du réseau des associations qui est un partenaire formel parfois, informel souvent, mais qui est vraiment précieux, notamment en termes de travail bénévole, d'évaluation des plans d'action et des dispositifs installés. Et donc on a besoin de ces associations, et un statut commercial à finalité sociale est le statut le plus proche de l'ASBL, mais avec un statut commercial, et montre donc, est une preuve qu'on ne cherche pas à s'enrichir sur le dos du travail bénévole. C'est dit un peu platement, mais je crois que c'est un sujet assez sensible dans les associations. Voilà. Il y a d'autres avantages à la formule, mais je rappelle que quand on crée une société commerciale, il faut un capital de départ, et c'est sans doute là la principale difficulté. L'autre, c'est que les éventuelles subventions de l'action sociale sont des portes qui sont fermées pour les sociétés à statut commercial. Quid après le financement First Spin-off? Ça l'est refinancé pour l'instant dans le cadre de cette subvention, mais après... Donc les projets First Spin-off ont l'intérêt que la dernière année, l'année de création de la spin-off, donc, qui a été faite au mois d'avril, on continue jusqu'à la fin de l'année à être financé donc, par la DG 06 comme chercheur. Donc moi, je suis confortable jusqu'à fin décembre. Après, c'est l'aventure. Donc, j'ai pris un statut d'indépendant à titre complémentaire. Si je suis au chômage au mois de janvier, la difficulté, c'est qu'on peut être indépendant à titre complémentaire en étant chômeur, mais pas entre 8h du matin et 17h, sauf si on ne dit rien.
Donc clairement, dans la période de transition, je dois trouver un mi-temps salarié à l'UNIF ou ailleurs pour pouvoir assurer je veux dire, mes besoins vitaux, en sachant que bon, je ne suis plus un jeune chercheur. Si, je suis jeune à l'université, mais je ne suis plus un jeune chercheur, donc j'ai des besoins financiers moindres, puisque mes enfants sont partis, ma maison est payée. Mais ça, ce sont des facteurs individuels qui ne doivent peut-être pas entrer dans la discussion. Donc il faudrait qu'à partir du 1er janvier, je puisse assurer les revenus avec les produits de la vente de consultance ou de produits technologiques, mais à mi-temps. Mais ça fait partie de l'inconnu et de l'aventure, mais pourquoi pas un peu d'aventure. Et du business plan, mais j'y crois pas trop au business plan.